Voilà, je vous propose qu'on attende encore 1 minute ou 2 parce que voilà, on vient de passer juste les 17 heures là. C'est vrai que sur les webinaires, en général, on se donne toujours quelques minutes avant de démarrer. Chacun puisse se connecter. Après, Julien, on a la vidéo pour Ouais. faire attendre, donc ça sera peut-être plus simple pour eux d'attendre avec la vidéo que Ouais, bah écoute, en salle d'attente. ouais, bah tu la lanceras en salle d'attente alors à ce moment-là, ouais. Bah, je les fais rentrer du coup. Ouais, je pense, hein, tu peux Ouais, faire C'est comme ça. ouais, faire rentrer là. Ouais, attends, je vais juste. Voilà, donc je vois le nombre d'inscriptions là qui monte. Nous sommes à 45 personnes. Voilà, je vous propose d'attendre encore un tout petit peu, hein, que on ait le temps de se connecter. Bonjour Julien, ici Alain Bouillet. Ah, bonjour Alain. Voilà, nous avons un membre du comité d'orientation qui nous honore de sa présence. Merci à Alain. Voilà. Voilà, à la fin de la vidéo, je pense que je vais démarrer. Bonjour Julien, vous m'entendez? Oui, bonjour Eddy. Bienvenue, merci pour votre présence. C'est un plaisir. Tout se passe bien de votre côté? Eh bien, écoutez, tout se passe bien. On attend que tout le monde se connecte avant de lancer officiellement le webinaire. D'accord. Vous On avez pu avoir Jérémy Camus? Eh bien oui, tout à fait. Il est avec nous là. Il est arrivé on est un petit peu en avance pour Parfait. pouvoir se connecter là. Voilà. Je pense que je vais lancer moi mon diaporama. Voilà, est-ce que vous voyez la page d'accueil là de... Voilà. Bon, bah, bienvenue à toutes et à tous, hein. Je suis très heureux d'ouvrir ce webinaire sur le rôle de la prospective dans les territoires, donc qui est réalisé en partenariat avec le club prospective de la DGCF, hein, l'association des directeurs généraux des communautés de France. Donc on a sorti en début d'année un numéro spécial sur les enjeux de la prospective dans les territoires. Et ce webinaire est le prolongement de cette parution. Voilà, donc on a souhaité notamment vous proposer un petit programme en 1h30, dans un format d'1h30. Voilà, on va essayer de rythmer un petit peu les différentes séquences, voilà, sachant que voilà, je vais introduire le webinaire. Voilà, est-ce que vous m'entendez là? Parce que j'entends des... Oui. J'entends quelqu'un qui réagit. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Oui, oui. Julien, Oui, c'est bon, d'accord. c'est bon. Parce que comme en fait tous les micros sont ouverts, donc je vais vous demander peut-être de couper vos micros directement. On a souhaité autoriser tout le monde. On a souhaité laisser ouvert micro et caméra. Donc merci de couper vos micros et si vous avez des questions, de les poser sur l'espace discussion, hein. Certains membres du comité du club prospective les relayeront au fil du webinaire, hein. Voilà, donc c'est un programme d'1h30. Voilà, donc c'est à la fois long et en même temps court. Donc alors pourquoi on a voulu vous proposer ce webinaire? Parce qu'on voilà, il y a plusieurs points donc qui sont notamment abordés dans le hors-série et sur lesquels je vais revenir. Alors d'une part, la première chose, c'est que la crise du Covid-19
a remis au centre du jeu la prospective, hein. On a vu que c'était vraiment que la prospective devait être au cœur des organisations pour mieux anticiper les changements à venir. Et du coup, c'est dans la fabrique de l'action publique locale, la prospective a clairement un rôle à jouer. Ensuite, il y a un deuxième point qui est abordé dans le hors-série et qui sera également abordé durant le webinaire, c'est que voilà, on souhaite la prospective doit devenir plus accessible. Elle doit davantage associer les agents publics, les habitants, les acteurs du territoire. Donc, il y a de nouvelles formes de prospective qui se mettent en place. Voilà, et on va pouvoir l'évoquer notamment durant ce webinaire. Ensuite, il y a un troisième point important, c'est qu'avec le numérique, les plateformes, eh bien, on peut faire de la prospective différemment, mais avec un cadre scientifique. Donc ça, c'est important de le souligner. Donc là, on pourra notamment voir ce que le Grand Nancy, la métropole du Grand Nancy a pu réaliser dès le lendemain du premier confinement avec le débat Métamorphose, comment inscrire les habitants au cœur du projet de territoire. Ensuite, il y a un quatrième point voilà, qui nous semblait important d'aborder, c'est le rôle des data, des big data, dans la manière de concevoir des projets de territoire. Voilà, pour nous, c'est un peu le nouveau carburant de la prospective. Voilà, on pourra notamment voir comment la ville de Noisy-le-Grand s'empare de la data pour se projeter dans les 10 ans, dans les 20 ans à venir et élaborer des projets de territoire grâce à ces data. Et ensuite, il y a un cinquième point qui aussi est important de souligner, c'est la nécessité d'avoir un changement de posture pour entrer dans l'anthropocène, donc dans cette bifurcation écologique qui est devenue une urgence, voilà, comme nous le rappelle tous les jours la crise sanitaire. Donc en fait, le hors-série et ce webinaire, c'est aussi une manière de montrer qu'il y a une diversité de profils maintenant qui font la prospective dans les territoires, un renouvellement des approches et également une évolution des pratiques professionnelles et le changement des méthodes aussi, hein, avec un objectif, préparer collectivement les territoires au monde de demain. Voilà, donc on va aborder quelques exemples durant le webinaire, mais on parle aussi dans le hors-série de différents projets de territoire qui ont été lancés, qui sont en cours de réalisation, notamment donc La Rochelle Territoire Zéro Carbone, qui est en train de mettre en place un comité citoyen de 30 personnes, de 30 habitants dans la gouvernance, hein, pour mieux intégrer les habitants dans le projet de territoire. On a également Grand Paris Sud-Est Avenir qui a lancé deux initiatives parallèles. Imaginons l'après. Ça, c'est une démarche en interne pour associer tous les agents à préparer la nouvelle mandature, le projet stratégique de la mandature, et également les habitants avec les rencontres prospectives. On a le Grand Lyon aussi qui va nous parler de prospective embarquée et prospective du présent, hein, qui est engagé aussi dans ces démarches. Grenoble qui conçoit sa prospective comme un outil de dialogue avant tout entre les territoires, mais aussi d'aide à la décision. On abordera notamment le chantier neutralité carbone 2050 et puis également le Lab des possibles qui est piloté par la métropole d'Aix-Marseille-Provence et qui a permis pendant le confinement de réfléchir avec les habitants à la construction d'un projet de territoire plus engagé et plus participatif. Voilà, alors moi je vais laisser la parole à quelques membres du club prospectif de la DGCF, voilà, pour qu'ils puissent un peu vous présenter le club et également aborder le manifeste, puisque la parution du hors-série a été l'occasion de publier pour la première fois un manifeste pour une prospective pragmatique avec les 10 raisons pour structurer une prospective dans sa collectivité. Donc voilà, je vous laisse la parole.
Juste, Julien, avant de prendre la parole, Voilà, est-ce que Clément. tu partages ton écran pour le diapo ou... Bah, écoute, ouais, effectivement, je peux faire défiler le diapo ou te redonner la main comme tu veux. Bah, si tu l'as sous la main, je te laisse Ouais, le ça faire. marche. Merci. Donc, ouais. Bon, après, c'est pas très. On peut faire ça sans Ouais, le bien support, il n'y a sûr. pas de problème. Ouais, Hein. ouais. Bon, bah, ça me permet d'enchaîner. Donc, juste avant, moi, je suis Clément Frossard, je suis en charge de la prospective à la métropole de Grenoble. Et donc, comme le disait Julien, effectivement, le club, donc, il est né à la fin de l'année 2015, sous l'égide et avec l'appui, et on en profite pour l'en remercier, de la DGCF. Il compte environ une cinquantaine de membres qui viennent au gré de leur disponibilité, de leur intérêt sur certains événements. Et parmi ces membres, une quinzaine, on dira une quinzaine de membres plus actifs, le cœur du groupe, qui se mobilisent régulièrement, notamment voilà, sur des créneaux tous les 15 jours, pour essayer de faire vivre ce club prospective. Alors, qu'est-ce que c'est sa première vocation au club, c'est d'être un lieu d'échange d'expériences, de pratiques, de méthodes, de visions entre professionnels de l'action prospective dans les territoires. Donc, ça passe simplement par des tours de table, des tours d'actualité des uns et des autres, avec des échanges sur des dossiers du moment et sur lesquels on s'apprend mutuellement et on se nourrit les uns des autres de nos expériences. Donc ça, c'est une des vocations principales. Et puis, c'est aussi un lieu de travail, de réflexion, de projet et de contribution. Je pense à notamment des contributions à des études. Vous avez une image là sur la droite de la dernière étude dans laquelle on a travaillé avec la DCF sur les projets de territoire pour définir pour reconstruire le paysage des projets de territoire de la dernière mandature. Et c'est aussi des projets comme celui de ce manifeste-là et du hors-série d'Horizon Public. Et on remercie aussi Julien pour ce travail-là, qui était quand même très intéressant. Et en point d'orgue, annuel, une session extraordinaire à La Rochelle, donc à la fin du mois d'août. Donc là, qui constitue vraiment le moment de prise de hauteur, de réflexion sur des sujets. Donc, on définit une thématique, on invite des intervenants, des chercheurs, des praticiens de l'action publique, etc., qu'on essaie de mettre en débat. Et voilà, en essayant de réfléchir et de prendre la hauteur sur des sujets et sur des projets qui nous animent tous. Voilà, je vais laisser maintenant la main à Delphine pour la présentation du manifeste. Oui, merci Clément. Bonjour à tous. Alors, je vais commencer par me présenter. Donc, Delphine Séverin, donc membre du club des prospectivistes de la DGCF. Je suis directrice du service des politiques contractuelles à la communauté d'agglomération du Pays Voironnais en Isère. Alors, c'est vrai que c'est avec grand plaisir, sincèrement, qu'on vous présente ce manifeste qui est un aboutissement de plusieurs temps de réflexion et de temps de travail intense avec plusieurs membres du club. Donc nous, effectivement, tout ce qui nous a guidés aujourd'hui pour aboutir à ce manifeste et puis cette collaboration, on remercie avec Horizon Public, c'est l'idée de se dire qu'aujourd'hui, la prospective, voilà, on passe un cap, on veut aller vers une prospective pragmatique à la portée de tous, qui soit transversale et de fait, aujourd'hui, vu les changements sociétaux auxquels nous sommes confrontés, il est important que cela soit aujourd'hui, que chacun se rende compte que c'est à la portée de tous. Pourquoi on a saisi l'opportunité avec Horizon Public de sortir un hors-série là en février, mars de cette année, c'est qu'on s'est dit que ça tombait pile poil avec le renouvellement en fait des mandats, les nouveaux élus locaux arrivant en place, les nouvelles directions générales s'installant, les nouvelles organisations aussi se dessinant. On s'est dit que là, il y avait clairement une opportunité à saisir et de sortir un manifeste un peu punchy pour promouvoir une fonction prospective dans les structures. Donc l'idée, c'est vraiment de saisir ces nouveaux élus, nos nouveaux dirigeants locaux à cette notion, qui ne soit plus laissée qu'au secteur de la planif, comme on a pu beaucoup le connaître, au secteur de la planification, de l'aménagement, et qu'on est vraiment sur une fonction transversale, sur de l'innovation publique, du dialogue citoyen, de l'évaluation, de l'observatoire. On a des profils divers et variés qui font de la prospective de chaque instant, pour effectivement améliorer le service public et l'idée c'est de vulgariser cette discipline.
Donc, on a publié avec Horizon Public ce manifeste qui vous a été envoyé, il me semble, ou qui vous sera envoyé. Et l'idée, c'est vraiment que vous vous saisissiez de cet outil pour que chacun dans ses structures aille voir ces nouvelles directions et ces nouveaux élus pour promouvoir un peu cette fonction dans ces structures. Donc, on liste ici les 10 bonnes raisons sur lesquelles on a pas mal phosphoré, brainstormé pour vendre en gros une fonction prospective dans les structures. Et puis, il y a aussi tout un pan sur la posture, en gros, la posture et la méthode. On a aussi greffé un volet là-dessus. Voilà, je ne m'étale pas plus parce que le timing nous a été donné à Clément et moi de 5 minutes, mais on reste tellement à votre disposition. Et puis oui, saisissez-vous de cet outil, il est pour tout le monde, pour vous tous. Voilà, effectivement, le timing est serré. Là, il est 17h17. Donc, je vous propose de passer à la première séquence. Donc, du coup, moi, voilà, donc la première séquence, on a souhaité confronter en fait le regard entre deux responsables de la prospective, Claire Cobbs, qui est responsable dans une ville moyenne, donc du service stratégie innovation publique, la ville de Noisy-le-Grand, et Jérémy Camus, qui lui est vice-président chargé de l'agriculture, de l'alimentation et de la résilience du territoire métropole du Grand Lyon, et qui a notamment en charge de piloter la prospective. Donc, pour montrer qu'en fait, on peut faire de la prospective quelle que soit la taille de sa collectivité. Forcément, on n'a pas les mêmes moyens, mais on peut s'emparer et se servir d'outils pour lancer des projets de territoire. Donc, je vais donner la parole à Claire qui va nous présenter sa démarche au sein de la ville de Noisy-le-Grand. Voilà, parce que notamment une démarche qui s'appuie beaucoup sur la data et qui a le soutien de la DGS, ce qui a permis vraiment de structurer une démarche au sein de ce territoire. Voilà, la ville de Noisy-le-Grand, c'est plus de 70 000 habitants. Donc voilà, je te laisse la parole si tu veux bien nous présenter un petit peu votre démarche de prospective. D'accord, je te remercie Julien. Déjà, je te remercie Julien et Club Prospective pour avoir accepté une commune au sein de ces structures et nous donner la possibilité de vous témoigner de notre expérience de la prospective en tant que ville moyenne. Donc, en effet, moi, je suis responsable d'un service de stratégie, d'innovation publique et de data, et au sein d'une ville de 70 000 habitants qui est située dans la Seine-Saint-Denis et qui connaît depuis 20 ans un très fort développement urbain qui a eu des conséquences et des impacts sur les services gestionnaires de la collectivité. Et donc là, je vais vous exprimer en quelques slides ce qui a déclenché l'arrivée de la prospective chez nous, quelle trajectoire elle a prise, quels sont les grands projets sur lesquels nous travaillons grâce à la prospective et quelles leçons on en a tirées, sachant que nous avons clairement une dimension opérationnelle. Donc, la première slide, la prospective à Noisy-le-Grand, un petit clin d'œil à Lelouch, si vous connaissez le film Hasard ou coïncidence. C'est une question qui est très intéressante. Qu'est-ce qui déclenche le besoin d'anticipation dans une collectivité? Parce que ça va être le fil rouge de cette stratégie prospective. Chez nous, le besoin il a émergé des services techniques, parce qu'outre la planification, l'investissement ou la gestion quotidienne, on avait un développement qui était très fort en 2016 et on savait qu'on avait 10 années à venir à tenir. Et donc, les services gestionnaires, ils avaient besoin d'une stratégie globale qui leur permettait d'avoir tous les schémas directeurs au sein d'une même vision pour savoir où ils allaient. Et donc, on a créé cette cellule de prospective qui était composée d'un géomaticien, d'un SIG, parce que le SIG et la donnée localisée, c'est la base de notre travail, et puis d'une prospectiviste, c'est moi. Et on a été placé à la DG, parce que finalement, ce besoin de vision, il était également nécessaire pour la DG pour justement évaluer sa transformation de son organisation. Alors, comment ça s'est organisé? Donc, dans la slide suivante, rapidement, ça fait 4 ans qu'on est installé et on peut dire qu'on a eu vraiment 2 temps pour la posture prospective. Les 2 premières années, en fait, en 2017 et 2018, on a vraiment été dans une phase d'étude de l'ensemble des besoins des services en termes d'horizon temporel, puisque dans une commune, l'horizon temporel, il est souvent assez court, et des thèmes à anticiper en dehors de la prospective réglementaire. Et quand on a pu
comprendre quels étaient leurs besoins réels, on a réalisé des exercices exploratoires qui nous a permis de dégager des tendances à l'horizon 2030 et d'y associer une stratégie d'innovation, et interne et externe, face à la transformation qu'on avait envisagée. Et puis, on a eu une deuxième partie en 2019-2021, où là, la prospective est plus devenue notre trame de fond, un peu notre garde-fou, notre cap. Et là, vu qu'on était au sein d'une commune, il fallait clairement atterrir au niveau opérationnel. Et donc, on a travaillé sur 2 plans. Une stratégie qui nous permettait d'avoir des outils et des technologies à disposition. Donc là, c'est le côté ville intelligente. Et puis, on a continué aussi à travailler sur ce modèle, ce fameux modèle de ville qui finalement était ressorti. On avait des tendances, mais sur quel modèle on voulait aller en 2030. Et là, on s'est posé sur la régénérescence, parce qu'une ville régénérative, finalement, c'est se reconstituer au fur et à mesure des ruptures. Et au vu des projets qu'on menait, on estimait que c'était vraiment en symbiose avec notre façon de travailler. Alors, la troisième période, qui va être en 2022, on va voir après. Après l'installation de nos outils, on pourra faire des études plus ciblées, des études grâce au prédictif, et on pourra aller encore plus loin. Alors, la data, vous en avez parlé tout à l'heure. Bah oui, pour nous, à Noisy-le-Grand, c'est clairement le carburant de notre aide à la décision. Pourquoi? Parce que pour nous, la prospective, c'est un équilibre entre calcul et l'intuition. Je crois que vous connaissez aussi ce terme-là. Et avoir la souveraineté de nos données, avoir une accessibilité et aussi les valoriser au service du présent, du temps réel, du prédictif et de l'évaluation, pour de nouveaux services, c'est essentiel. La data, ça nous permet aussi d'accompagner l'innovation, que ça soit en accompagnement de politique publique ou bien en innovation de rupture. Et clairement, on l'a vu ces derniers temps, les dynamiques de territoire sont aujourd'hui trop complexes pour nous permettre d'avoir des analyses fiables sans une stratégie de données. Donc, c'est pour ça qu'à Noisy, ce premier gros projet qu'on a fait, c'est de mettre en place un énorme data lake qui nous permet justement de centraliser toutes ces informations dans le big data et en interne et d'améliorer nos performances. Le deuxième sujet sur lequel on a travaillé et sans qui la prospective n'aurait jamais vu le jour parce qu'il fallait oser sur notre strate de territoire, c'est de mettre en place un lab d'innovation territoriale. Premièrement, parce que la prospective nous a fait dégager des tendances et on a pris conscience qu'on ne pourrait pas les traiter uniquement par le prisme de notre action municipale. En gros, il faut faire converger des acteurs du territoire autour de consortiums, les réunir et réunir des entreprises, des chercheurs pour réaliser cette fois-ci des innovations de rupture. Clairement, l'accompagnement des politiques publiques, elles sont chez nous, en lab interne, en gros dans le service, mais les innovations de rupture, elles sont à l'extérieur avec les autres acteurs. Donc, le projet de lab, c'est le deuxième gros projet sur lequel on travaille. Je vous avoue que c'est un projet qui est très ambitieux et très risqué pour nous, mais on s'est lancé dedans parce que pour nous, ils sont essentiels, en fait, ce projet est essentiel à la réussite de notre transition de modèle. Donc, ça, c'est le deuxième projet. Alors, finalement, donc on va continuer. Quelle posture du service stratégie aujourd'hui, concrètement, puisque c'est la question qu'on se pose aujourd'hui, un service prospective au sein d'une ville moyenne. En 2021, ça se traduit par 3 grands rôles. On impulse, on expérimente, on industrialise. Donc, comment ça fonctionne? On a des demandes qui viennent soit de la DG, soit des contraintes réglementaires, soit des signaux faibles, de la prospective, ce que j'aime beaucoup. Et de là, on va, avec nos outils, donc je vous en ai parlé tout à l'heure, développer des stratégies, ça c'est notre job, qui vont être adéquates avec la commune. De là, quand ces stratégies elles sont faites, on va réaliser des POC. Par exemple, on a fait une démographie sur l'évolution des médecins chez nous. Qu'est-ce qu'on va mettre en place en termes d'attractivité sur la ville? On a des problématiques de rénovation énergétique. On va lancer un POC bâtiment avec un dialogue entre nos bâtiments et nous. Donc, notre but, c'est toujours rendre opérationnel les études qu'on réalise. Et puis après, on les reverse dans les services. Le but, c'est que les services s'y approprient. Souvent, les services viennent nous voir en nous demandant d'expérimenter. Donc, c'est la posture que l'on a aujourd'hui, toujours de mêler prospective, stratégie
expérimentation et on reverse dans les services. Alors, pour terminer, parce que je sais qu'on a peu de temps, en synthèse, comment ça fonctionne et finalement, quelles sont les leçons que l'on a tirées aujourd'hui au bout de 4 ans. Premièrement, la gouvernance doit être portée par le directeur général des services. C'est essentiel pour la survie de ce service parce qu'on est du 360, parce qu'on fait un pas de côté et il faut absolument le soutien du DGS. Deuxièmement, ce qui nous semble, et je vous l'ai dit tout à l'heure, extrêmement important, c'est qu'est-ce qui fait émerger le déclencheur dans chaque collectivité. On est tous différents, mais ça, c'est un sujet extrêmement intéressant. Très rapidement, former les élus et l'organisation à la posture prospective. Pour vous dire, aujourd'hui, j'arrive dans des réunions où des services parlent à l'horizon 2050. Il y a 4 ans, on était à l'échelle d'un mandat. Et ça, c'est extrêmement important parce que le futur devient un outil et un moyen de faire avancer le territoire. Ce qui est extrêmement important et qui est le rôle d'un service de stratégie, c'est de relier les enjeux du mandat aux dynamiques de territoire. Et ça, c'est purement de la stratégie et c'est essentiel pour la réussite. On peut être à l'échelle communale et avoir des horizons, travailler sur des horizons temporels plus longs. Enfin, ce qui est extrêmement important, on en a parlé par la data, c'est le lien entre les gestionnaires et nous. Les services gestionnaires sont au quotidien sur le terrain, ils connaissent les signaux et il faut arriver à les alimenter en prospective et eux nous alimentent également en données. Et le seul risque aujourd'hui en 2021 que je vous donnerai, parce qu'on a dérisqué tout le reste depuis 4 ans, ce sont les financements. Donc à Noisy, on a une maturité quand même qui est devenue importante et la prospective nous a vraiment permis d'oser prendre des risques et nous positionner sur des projets ambitieux. Mais les financements et les subventions qui sont proposés aux villes moyennes ne sont pas adaptés à la complexité de nos projets, qui se situent maintenant au niveau de strates intercommunales et métropolitaines. Et certes, on n'a pas la possibilité encore de mutualiser parce qu'on est en innovation de première phase, mais là, c'est un frein pour nous, puisqu'on ne peut pas aujourd'hui, au niveau financier, accéder toujours à des aides là-dessus. Et je pense que c'est un point d'alerte. Donc, pour finaliser sur cette présentation, moi, je crois à l'utilité des schémas directeurs communaux dans la mise en œuvre opérationnelle de sujets aussi importants que la neutralité carbone à 2050. Et je crois que cette ingénierie dont on parle dans cette webinaire doit être partagée à tous les niveaux et doit être complémentaire à tous les niveaux pour qu'on puisse réussir les objectifs qui vont nous être fixés dans les 10, 15, 30 ans à venir. Voilà pour Noisy. Merci Claire en tout cas pour cet éclairage. Et du coup, je fais la transition avec le Grand Lyon, justement, qui est beaucoup plus important en termes d'habitants et de taille. Comment est-ce que vous mettez en place cette ingénierie et quels sont vos enjeux aujourd'hui? Je vais donner la parole à Jérôme Camus, justement. C'est Jérémy Camus, mais pas de souci. Jérémy, pardon. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, je ne sais pas s'il y a des élus autour de cette visio, parce que quelque part, mes propos vont plus être à destination des élus et avec la vision de l'élu plutôt qu'une vision technique de la prospective. Et puis une vision d'un nouvel élu. Donc j'ai entendu les propos tout à l'heure de la charte, pas la charte, excusez-moi, de manifeste que vous avez créé, la destination de tous ces nouveaux élus qui découvrent leurs fonctions et qui découvrent parfois la fonction prospective dans les collectivités. Donc je vais plutôt prendre ce scope-là si vous le voulez bien et j'espère que ça vous sera utile. En tout cas, merci pour votre invitation. Oui, la métropole de Lyon, elle fait 1 400 000 habitants. Je crois qu'il y a c'est 59 communes. C'est également une collectivité à part entière et assez originale puisqu'on cumule à la fois les fonctions d'un EPCI classique mais aussi les fonctions d'un département. Notre collectivité a fusionné toutes ces fonctions, ce qui fait un bel outil pour agir sur beaucoup de champs. Et en l'occurrence sur le champ du social, sur le champ de l'économie, sur le champ de l'urbanisme, etc., etc. Bref, vous mettez ensemble les compétences du département et vos compétences d'Interco et vous avez la métropole de Lyon. Peut-être un chiffre important, la programmation pluriannuelle d'investissement sur le mandat s'élève aujourd'hui à 3,6 milliards d'euros. Donc c'est aussi pour donner aussi le
l'ampleur de la collectivité, et puis surtout de voir comment du coup un service prospective navigue dans ce type de collectivité. Alors moi, quand je suis arrivé, je ne viens pas de la prospective, hein, je ne suis pas du tout technicien en la matière. En tous les cas, j'ai cherché à savoir en quoi la prospective pouvait être utile pour l'application de ces politiques publiques, l'anticipation des politiques publiques, et surtout être utile aux élus comme aux services pour avancer sereinement sur le mandat qu'on a écrit et la feuille de route qu'on a tous écrit, les 23 vice-présidents dans chacune de nos délégations. Et en l'occurrence, moi, j'ai une délégation en plus, donc spécifiquement sur l'agriculture et l'alimentation, qui m'a aidé aussi à projeter la prospective sur ces enjeux alimentation, et j'en parlerai peut-être un petit peu plus par la suite. Ce que je voulais vous dire, c'est que la prospective à la métropole, c'est une vieille histoire, hein. Là, je vais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne sauraient connaître. D'ailleurs, ça date de Raymond Barre, hein, pour tout dire, le début de la prospective. Et beaucoup connaissent la démarche de la prospective de Grand Lyon parce qu'elle a eu une volonté assez rapide de mettre en open data toutes les productions qui ont été réalisées par la métropole, et vous pouvez les retrouver, et je fais ma petite promotion du jour, sur Millénaire 3, accès gratuit et ouvert pour tous pour aller chercher de la data, mais je pense que vous avez tous probablement déjà été sur ce site Millénaire 3. L'autre particularité de la prospective, avant même l'arrivée en juin dernier de cette nouvelle majorité écologiste à la métropole, la fonction prospective, en fait, elle avait déjà fait un pivot important sur une prospective dite du présent. Ça, c'est les mots de Pierre Rousset, qui doit être en ligne également. Quand il m'a présenté pour la première fois la prospective du présent, j'ai eu un petit hochement de tête. Qu'est-ce que c'est la prospective du présent? Et pour le dire autrement, la prospective qui va peut-être moins se baser sur des enjeux à très long terme et des grands scénarios, mais plutôt de se focaliser sur l'usage, sur de la compétence, de la mise à disposition de compétences, d'expérimentation, et quelque part la prospective que je viens d'entendre, que Claire vient de nous présenter, illustre très très bien finalement cet enjeu de prospective du présent qui se rapproche beaucoup d'une prospective d'agilité, c'est-à-dire on expérimente, on teste, on voit comment ça réagit, on voit si on duplique ou on essaime, on change d'échelle. Et j'appellerais ça, moi, plutôt une prospective pragmatique, une prospective qui se met au service tout de suite de la politique qui souhaite être menée par la collectivité. Et donc, quand on est arrivé, moi, j'avais un autre enjeu, c'est, comme vous l'avez cité dans ma délégation, hein, c'est résilience du territoire. Donc, résilience du territoire, c'est pas seulement résilience alimentaire, c'est résilience du territoire au sens large, avec deux grands enjeux. Comment se projeter par rapport à des scénarios qui sont aujourd'hui sur la table, internationalement reconnus, peu de climato-sceptiques maintenant dans nos rangs ou dans les rangs même de l'opposition. Donc, comment on aborde ces grands scénarios de transition écologique et de défis climatiques, et de défis migratoires et de défis, bref, tous les défis qui sont liés à la transition écologique. Et puis, comment on associe ça à un autre élément important, et on en parlera peut-être aussi, la justice sociale, c'est-à-dire comment on reste connecté aux habitants et on rend service aux habitants, comment la métropole se met au service d'eux, et non pas l'habitant qui subit l'évolution de la ville ou l'évolution des desiderata des politiques qui souhaitent mettre en œuvre leur politique. Et donc, on a acté là, récemment, hein, c'est un travail de longue haleine, hein, de faire aussi changer de culture autour de la prospective, de garder la prospective du présent plutôt au service de l'interne, c'est-à-dire des services, des élus qui ont besoin de continuer à réfléchir, à se challenger sur des grands enjeux liés à leur thématique. Hein. Donc, je pense à la mobilité, par exemple. On vient de finir une étude sur la rue de demain. Je pense au mode de consommation. Je pense à l'économie circulaire, etc. Donc, continuer à challenger ces grands enjeux avec une vision à long terme, mais en essayant de ne pas être déconnecté de la feuille de route très court terme de l'élu qui a 5 ans pour mettre en place, maintenant plus que 5 ans pour mettre en place. Donc là, il y a un jeu assez intéressant de la prospective du présent, de naviguer entre ces enjeux-là. Et puis l'autre, de quand même consacrer une partie de la prospective à traiter ces enjeux de résilience. Et donc là, on est en train d'avoir un gros travail déjà de définition de la résilience, comment les politiques de transition contribuent à augmenter la résilience de nos collectivités, de notre collectivité. Et puis un autre enjeu autour de la résilience, c'est la posture de la collectivité pour améliorer sa résilience. Et là,
il y a un principe, un concept qui me tient à cœur depuis le début, hein, même si je pense que je commence à énerver en interne à force de dire métropole hospitalière, mais en gros on dit hôtel de métropole, hôtel de ville, hôtel de région, mais quelle est la fonction hospitalière de la métropole? Et j'en viens là à l'association des habitants dans la dimension prospective. On a la chance d'avoir une direction prospective qui s'appelle en fait DPDP, Direction de la prospective et du dialogue de la participation. Donc avec cette dimension de participation citoyenne. Et donc en associant ces deux volets-là, c'est aussi rendre le citoyen acteur de cette politique de prospective, identifier les sujets qu'il souhaite mettre en mouvement, et puis surtout se dire que la politique, elle se fait aussi et surtout avec les citoyens, surtout si on veut que cette politique soit pérenne dans le temps. Hein, les élus, ils passent, hein, mais les citoyens, les habitants, eux, restent sur le territoire. Et donc associer les habitants à anticiper ces scénarios prospectifs, à les conscientiser, et en les conscientisant, à passer à l'action. Et donc à passer à l'action, c'est aussi motiver l'action citoyenne à travers leur participation à des débats, mais moi je dirais plus à l'action, quoi. Et donc là on revient derrière, et là ça vient se raccrocher à d'autres dispositifs que j'ai la chance de pouvoir aujourd'hui piloter, qui est les actions de mettre en place des incubateurs de démarches citoyennes, en fait, et gagner en résilience finalement, puisque la population elle-même monte en compétences, en connaissances et en action sur cette résilience-là. Donc voilà, je ne suis pas forcément sur la data, le carburant de la prospective. Je dirais la data, elle est un bon carburant, surtout au tout début. C'est-à-dire que quand vous commencez à tangibiliser des phénomènes, tangibiliser des scénarios, et la data, et en tout cas le chiffre, la data, l'illustration, la tangibilisation, amène à convaincre, entre guillemets, de l'intérêt de la problématique et puis l'intérêt aux citoyens de se plonger dans cette problématique. C'est un peu comme quand moi je viens du monde de l'entrepreneuriat, quand on pitch un projet entrepreneurial, on commence toujours par le constat, on essaye de le tangibiliser au mieux pour commencer à susciter un minimum d'intérêt de son auditoire, pour pouvoir après déployer, voilà comment on souhaite y répondre, voilà comment vous associer pour y répondre, etc. etc. Voilà, j'avoue ne pas avoir regardé le temps. Je suis très peu discipliné en la matière. Non, vous êtes dans le timing. Moi, j'ai une question. C'est comme vous avez la vision de l'élu, vous portez la vision de l'élu. Comment faire pour que les projets de territoire se soient emparés par les élus, quoi, parce que c'est un enjeu qui revient souvent. C'est qu'on fait un projet de territoire, on a un projet de prospective, et puis finalement, ça fait un beau rapport, mais il reste dans un placard. Du coup, comment est-ce que les élus qui ont un rôle à jouer peuvent accélérer le rythme, en fait? Ouais. En fait, alors je ne sais pas si je vais répondre exactement à ça, mais par exemple, ma démarche là, c'était de me rendre compte que pas mal de mes collègues vice-présidents à la métropole, en charge de politiques très structurantes, n'avaient pas du tout connaissance de la prospective au sein même de l'institution. Et donc là, certains sont aussi en visio. On est en train de faire le tour des popotes, c'est-à-dire d'aller voir chaque collègue vice-président pour leur présenter ce qu'est la prospective. Et j'ai beaucoup travaillé avec les services pour amener cette notion de proposition de valeur. C'est-à-dire comment on montre aussi à l'élu la valeur de la prospective, à quoi ça sert et surtout à quoi ça sert pour eux, en quoi ça peut être utile pour eux. Et donc, ce n'est pas la notion de projet de territoire, mais finalement, ce n'est pas dans ce sens-là qu'on fonctionne finalement à la métropole, c'est que le projet de territoire, le mandat, il est là, hein. On l'a le projet de territoire et il a été co-construit avec les élus. Mais souvent avec une vision à l'instant T d'enjeux, de problématiques. Et l'enjeu de la prospective, c'est que l'élu il soit toujours au fait de l'évolution de la société, l'évolution des nouvelles tendances, des éventuelles propositions de la vie citoyenne, etc., pour continuer à ne pas être figé pendant 5 ans sur une feuille de route, mais de savoir la faire évoluer, l'adapter aux nouveaux enjeux qui arrivent. Et je pense que c'est la vraie fonction de la prospective, de réinterroger l'élu qui, quelque part, peut rapidement être en très peu de temps, pendant 5 ans, appliquer sa feuille de route qui est déjà très ambitieuse et concentrée. Et l'autre enjeu de la prospective, c'est d'amener de la transversalité. Et là, on revient peut-être plus au projet de territoire que vous avez en tête.
c'est que les élus ont tendance, je ne sais pas si c'est dans vos collectivités comme ça, mais on est concentré sur chacune de nos thématiques, on essaye de bien faire le travail sur chacune de nos thématiques et on peut vite aller être en silo. Et une des vocations de la prospective, c'est aussi de dézoomer, défocuser et de montrer que cette politique de mobilité, elle est intrinsèquement connecté aux collègues de l'urbanisme qui est en train de faire son plan de l'autre côté, qui est intrinsèquement connecté au VP, au plan climat. Là, j'improvise, hein, j'essaye de trouver les liens entre les différents VP. Et donc, cette fonction prospective, elle a aussi cette grande vertu, c'est de prendre ce recul pour les élus. Ouais, donc, il y a un travail d'acculturation sur la prospective, effectivement, à faire auprès des élus. Ça, c'est... Mais l'acculturation, l'élu, lui, il est sur le temps court, quoi. Vous le savez. Bien sûr, il y a un mandat. Le temps court, il faut arriver à ce que cette prospective ne soit pas considérée comme, entre guillemets, du cerveau à un horizon qui dépasse l'action publique très court terme et de la reconnecter au court terme. Et c'est la chance vraiment Grand Lyon d'avoir eu déjà cette démarche de connexion à cette prospective du présent qui raccroche finalement peut-être plus facilement des élus qui eux sont censés appliquer leur feuille de route et pas forcément se projeter à 20-30 ans, quoi. Alors, il y a peut-être des questions dans l'espace discussion. Peut-être Cola, si tu as repéré 2-3 questions à poser sur cette première séquence. Oui, bonjour à toutes et à tous. Du coup, donc Cola Cassingaros, moi je travaille à la métropole européenne de Lille et donc participant au club prospectif. Donc, je vais essayer de faire une petite synthèse des quelques questions qu'il y a eu dans le chat et puis après, Johan peut-être prendra la main s'il y a des interventions orales. Donc, on a peut-être une question plutôt sur Claire Coib sur la question plutôt de la posture d'abord que pose Afid, donc mon collègue à la MEL, sur la question de la posture. Donc, qu'est-ce que c'est que les prospectivistes, et quelles compétences particulières à développer. Une question sur aussi ce que vous aviez développé, donc notamment sur la phase d'industrialisation et savoir quels sont les retours d'expérience, des clés de réussite et le rôle de votre service là-dedans. Et enfin, une question qui peut du coup s'appliquer aux deux intervenants, à M. Camus aussi, sur le rôle des citoyens. Donc, vous en avez déjà un petit peu parlé, M. Camus, dans l'association citoyenne dans ces démarches-là, et notamment peut-être aussi sur l'innovation et dans le rôle des consortiums que vous avez développé, Madame Cobb. Voilà. Et il y a aussi il y avait un partage d'expérience sur la ville de Nantes et Nantes Métropole sur l'association citoyenne et j'espère que j'ai à peu près fait le tour. Voilà. Peut-être Claire, tu peux peut-être répondre aux 2 premières questions sur la posture l'industrialisation. Oui, alors sur la posture, c'est-à-dire si j'ai bien compris la demande, c'est finalement quelles sont les compétences d'un prospectiviste à l'échelle communale, c'est ça? Alors, c'est vrai que pour le coup, j'avais fait un master en prospective, donc ça m'aidait quand même un peu. Je dirais que à l'échelle communale, il faut déjà avoir une ouverture sur toutes les strates. Il faut sortir clairement de son champ spatial et il faut être curieux et en effet, il faut savoir élaborer des scénarios, comprendre des tendances, savoir faire un minimum de statistiques et être très à l'aise sur le déplacement dans le temps. Mais à l'échelle communale, il faut aussi avoir une grande compréhension ce que je vous disais du terrain et savoir acculturer son organisation sur ces sujets-là. Je ne pense pas qu'il y ait de profil particulier. Je pense que c'est beaucoup d'agilité et de compréhension des enjeux de territoire. Je ne sais pas si vraiment j'ai bien répondu parce que sur la prospective, on n'a pas de réponse toute faite sur notre posture. En revanche, il faut savoir chercher. Sur le lab, il y avait une question sur l'industrialisation aussi, la dernière phase d'une démarche. Alors, oui, j'ai vu une question sur le lab d'innovation, sur l'innovation de rupture et là sur l'industrialisation. Sur l'industrialisation, c'est un grand mot en fait. En gros, nous, on est là pour étudier, impulser et expérimenter. Après, l'intérêt d'un service à l'échelle communale,
c'est surtout de le rendre accessible dans les services et qu'ils s'en emparent. C'est-à-dire que si à un moment, on a repéré une tendance, là, par exemple, on est sur la biodiversité et sur la séquestration carbone, notre job va être de comprendre que l'enjeu de la séquestration carbone est importante. Ça va être d'être capable d'en réaliser des modules accessibles au niveau des communes. Et puis après, c'est de pouvoir faire en sorte que ces modules de calcul ou de la stratégie des espaces verts, elles puissent être accessibles au niveau des services. Parce que nous sommes un service très, très agile et très souple. On n'est pas amené à être des services gestionnaires. Donc, on doit absolument à chaque fois pouvoir redonner ce qu'on a étudié, expérimenté au niveau des services. Parfois, ça ne passe pas au niveau des services. Peut-être qu'à l'avenir, je vais avoir certaines industrialisations qui vont passer dans un lab ou dans un incubateur. Mais en tout cas, ce n'est pas amené à rester dans le service. On est vraiment dans une logique de retransmission. Très bien, on va prendre une dernière question peut-être pour Jérémy Camus. C'était sur l'implication des citoyens, parce qu'après on va passer peut-être à la deuxième séquence. Je vois le temps qui passe vite. Oui, je me permets simplement de compléter la question effectivement qui était sur l'implication des élus et notamment sur la question de courage qui était évoquée par Fleur Bouillane. Comment embarquer un élu si ce dernier ne souhaite pas forcément participer à la démarche et les acteurs pour ce besoin de changement de modèle profond. Ça m'est adressé comme question là. Comment embarquer beaucoup de séduction, mais pas tant que ça finalement. Non, l'important c'est de répondre à son besoin en fait. Et son besoin c'est de réussir sa politique publique et de la réussir, si possible, en impliquant. Alors ça dépend des élus, tout le monde ne veut pas faire participer les citoyens. Dans tous les cas, dans notre majorité, c'est plutôt l'enjeu. Et j'avoue que les services, en l'occurrence de Pierre Housset, sont submergés de demandes sur la participation citoyenne. C'est-à-dire, il n'y a pas beaucoup de politiques publiques aujourd'hui qui ne sont pas envisagées sans qu'à un moment donné, le citoyen soit consulté, concerté, amené dans une co-construction. Et on a même, parmi les 23 VP de la métropole, il y a une vice-présidence dédiée à la participation citoyenne. Donc, c'est l'enjeu du mandat. Et qui a cette vision transversale, puisqu'elle ne va pas faire de la participation pour faire de la participation, elle va le faire pour se mettre au service des politiques publiques. Basiquement, aujourd'hui, on a un gros enjeu pour être concret, une modification du PLUH. La phase de concertation de cette modification du PLUH, elle amène des outils à mettre en œuvre pour aller concerter le citoyen. Mais il faut l'amener, se concerter face à quels sont les enjeux de demain, à quoi ça sert de modifier un PLUH. C'est par rapport à des enjeux, par exemple, de mon côté, comment on préserve la terre agricole pour que l'autonomie alimentaire qui est de pire en pire sur une métropole comme la nôtre s'améliore avec le temps, quoi. Enfin, voilà. Après, je ne vais pas rentrer dans la technicité là, parce que ça ne sera vraiment pas mon rôle et je pense que les quelques grands Lyonnais qui sont dans la visio seraient plus à même de répondre techniquement aux enjeux, mais voilà. Bon, merci à vous deux. En tout cas, je vous propose de passer à la deuxième séquence de notre webinaire. Vous aurez de toute façon l'occasion de reprendre d'autres questions à la fin du webinaire. On a prévu un temps d'échange en plus. Donc là, on a voulu aborder le renouvellement des approches, notamment avec Dominique Valk, qui est président du Conseil de développement durable à la métropole du Grand Nancy et qui a lancé le débat Métamorphose au lendemain du premier jour du premier confinement, pour associer les habitants à la construction du monde d'après, hein, et notamment il a fait appel à un sociologue pour encadrer cette démarche, Hervé Marchal, qui est sociologue et qui l'a accompagné dans ce débat Métamorphose et dans l'exploitation et l'analyse des données, puisque le débat Métamorphose a pu être mené grâce à un outil Carto Débat, ça vous a permis de mener à bien cette expérience. Donc, je vais laisser la parole à Dominique Valk pour qu'il nous présente un petit peu le contexte et les enjeux. Voilà, Dominique, c'est à toi. Oui, merci. Merci, bonjour. Alors, oui, quelques éléments de contexte. Juste pour dire pourquoi un conseil de développement s'intéresse à tout ça. J'ai envie de dire pourquoi pas, mais aussi parce que c'est son rôle que d'aller de manière un petit peu dans l'impertinence dialogante, d'aller éclairer
finalement comment les élus dans leur prise de décision. Et nous, à Nancy, on a toujours eu un petit peu d'appétence pour le débat science-société. Et on a eu quelques expériences assez intéressantes, là, qui étaient plutôt des expériences de commande, puisqu'il y a quelque temps, il y a eu, d'ailleurs, c'est à l'initiative du président Macron, je crois, un débat sur l'Europe. Quelle Europe voulez-vous, etc. C'est là qu'on a fait la première expérience, et ça nous a intéressés parce que les conclusions qui ressortaient d'un débat qui était déjà encadré scientifiquement, dès le départ de la méthode jusqu'à l'analyse, par Hervé Marchal, mais il y avait une équipe scientifique beaucoup plus complète par la suite. Ce qui nous a frappé, c'était qu'avec les éléments qu'on relevait du terrain, ce que je dis quelque part, ce qu'on faisait émerger par nos méthodes, on faisait émerger finalement du silence et de l'invisibilité en dialoguant avec les citoyens, c'était globalement l'inverse de ce que l'exécutif qui avait commandé le débat portait comme conclusion. En l'occurrence, pour l'Europe, c'est de dire, ouais, super, les citoyens aiment l'Europe, et nous, notre conclusion, c'est, ouais, les citoyens aiment l'Europe, mais pas celle-là. Et donc, c'était assez intéressant, bon, c'était un peu critique, mais du coup, on a provoqué un autre débat avec des députés européens à Bruxelles, pour dire, bah, écoutez, voilà ce qu'a produit la Commission, voilà ce qu'on a produit nous, est-ce qu'on pourrait croiser nos regards? Et les députés étaient vraiment intéressés, ils disent quelque part, vous nous mettez un coup de poing dans l'estomac parce qu'on n'imaginait pas que c'en était à ce point-là. Ça veut dire que quelque part, si on n'est pas un peu sérieux dans la méthode, on est un petit peu chacun sur nos certitudes et nos postures, chacun un peu dans nos bulles, et le citoyen a une bulle comme les autres, hein, et que si ces bulles ne se parlent pas, on va passer à côté de quelque chose d'essentiel qui s'appelle écrire autrement le projet de société. Donc, du coup, c'était quelque chose qui nous importait. Alors, je passe sous silence nos conclusions du grand débat, qui était, bon, bref, l'inverse de ce qui a été dit. Mais fort de ces expériences, qui étaient finalement des débats un peu commandés, ce qui n'est rien de dommage, hein, au fond, on s'est dit, bah, tiens, nous, on va être initiateurs d'un nouveau débat sur la base de ces expériences. On sentait bien qu'avec le confinement, on avait l'intuition, il ne fallait pas être grand clair, qu'on allait vivre une situation totalement inédite, improbable, et que, connaissant un petit peu les capacités de résilience de l'être humain, qui sont belles, ma foi, une fois que tout irait bien, bon, à l'époque on y croyait, une fois que tout irait bien, on allait vite oublier ce qu'on allait vraiment vivre de positif, de négatif, de traumatisant ou d'épanouissant dans ce temps de confinement. Donc, on s'est dit, on va mettre en place une plateforme de débat avec Carte au débat une fois de plus, qui avait avec nous aussi beaucoup amélioré sa méthode de collecte et d'analyse. C'était super intéressant de participer à cette évolution qualitative. Et donc, on s'était dit aussi, mais attention, comment chaque membre de la société ne vit pas des choses identiques et chaque territoire ne vit pas des choses identiques. Ça, Hervé vous le décortiquera tout à l'heure. Donc, on a essayé d'avoir un débat un peu plus national, mais sur des territoires que Hervé appelle les territoires vécus, où des conseils de développement d'autres territoires ont mené des débats à leur échelle pour voir comment ça se passait chez eux, pour créer cette grande base de données dont on va parler ensuite. Donc ça, c'était un petit peu le contexte. L'enjeu, pour nous, c'était finalement de dire, attention, la participation, ce n'est pas la cerise sur le gâteau quand tout va bien, quand il nous reste 3 francs 6 sous dans les budgets, c'est la cerise dans le gâteau. C'est un des moteurs de la qualité démocratique, c'est un des moteurs du projet de société que les élus vont porter. Donc, on est plus dans l'idée d'une nouvelle alliance entre participation et représentation plutôt qu'une approche de confrontation. On est plus dans une approche duale de complémentarité que dans une approche duelle de confrontation. C'était vraiment ça le contexte et les enjeux. Alors, comment le Grand Nancy s'est emparé du truc? J'ai envie de dire avec circonspection, parce que dans le contexte, il faut aussi se rappeler qu'on était dans une espèce de flottement démocratique entre les élections qui se font pas. Enfin bref, c'était vraiment pas simple. Et puis c'est là où la confiance joue, c'est que notamment les élus, mais aussi beaucoup les DGS. Pour le coup, je place mon petit mot. S'il n'y a pas un lien de confiance entre des structures de démocratie participative telles que les conseils de développement et les DGS, c'est clair, ça ne marche pas. Donc c'est hyper important. Donc jusqu'à présent, j'avais tué personne, j'avais pas mis le feu à la métropole. Donc ils nous ont fait confiance. On dit, écoute, vas-y,
fais ton débat, on verra bien. Et puis le côté conseil de développement, on dit ouais, bah, chic, c'est une aventure. C'est-à-dire que quelque part, les citoyens ont cette soif de dire de je ne sais pas quel terme employer, mais cette soif de création, de participer, de co-construction, d'être utile à quelque chose. C'est en fait, comme je dis souvent, peut-être qu'avant de chercher à gérer la crise économique, sociale, financière, environnementale, enfin tout ce que vous voulez, peut-être qu'il faut gérer au départ la crise de sens. Et la notion du sens pour les citoyens, c'est quasiment rémunérateur. Ça propulse les gens. Donc, pour ce coup-là, ça s'est bien passé. Et qu'est-ce qui a été la posture la plus efficace pour faire avancer le projet? Des postures positives d'un côté, donc c'est l'audace, la créativité, et puis en même temps, revendiquer le droit à l'erreur. Ouais, on a envie de faire ça, mais peut-être qu'on va se planter. Et alors peut-être qu'en se plantant, on réussira mieux le coup d'après. Donc, une version un peu plus anglo-saxonne de l'échec ou de la réussite qui nous anime quelque part. Et donc, l'importance de la méthode. Ça, je vais laisser Hervé y revenir. C'est extrêmement important. Je pense que pour être libre, créatif, audacieux, tout ce qu'on veut, il faut, pour le coup, être hyper rigoureux sur la méthode. Et ça marche plutôt bien. Et puis, dans les aspects, alors, je voulais les appeler plus négatifs ou non plus contraignants, on va dire, c'est que, en fait, ce qui nous habite de manière constante, c'est le doute. Et l'obligation qu'on se fait de sortir de nos certitudes qui nous mettent en danger. Donc même dans notre conseil, on a une espèce d'avocat du diable. Quand tout le monde est sûr d'un truc, il faut qu'il se démerde comme il veut, mais il faut qu'il arrive à nous contredire pour semer le doute, non pas pour tourner en rond, mais voilà, il y a un moment que si on est d'accord trop facilement, trop rapidement, on passe à côté peut-être d'une petite question essentielle. D'où l'importance justement d'aller chercher ce que Rosa Valor appelle les invisibles, mais aussi les silencieux dans un débat. Et donc là, la méthode est hyper importante. Et Hervé en reparlera encore, c'est comment aller chercher des gens pour sortir du 0,1% de la participation. Donc c'est des méthodes, c'est de la créativité, c'est inventer tous les moyens possibles pour sortir de la réunion classique et descendante du soir, ou si on veut même se passer des femmes, on l'a fait le mercredi soir et tout ira bien. Voilà, donc il y a cet aspect qu'on va vous détailler ensuite. Et puis pour finir de ne pas être trop long non plus, par rapport à la data, ça c'est un deal extrêmement important qu'on a passé, c'est un petit peu la signature de carte au débat. J'ai envie de dire que une bonne data, c'est une data libre. C'est extrêmement important que les datas soient libres, qu'elles puissent être d'ailleurs même accessibles à tous, notamment aux chercheurs, et c'est le cas de notre base de données qui est extrêmement importante sur Métamorphose, qui est de pluraliser les analyses. Et c'est cette pluralité d'analyse qui va être constitutive finalement de la moindre erreur pour écrire, faire de la prospective quelque part, mais enfin, en tous les cas, écrire ce que nous, on appelle modestement un nouveau contrat écologique et social. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dans un premier temps. Je vous propose de donner la parole à Hervé Marchal, justement, sur l'accompagnement scientifique. Une première question, peut-être, vous avez touché combien de personnes avec Métamorphose? Et puis, vous parlez d'une ingénierie du sensible. Donc, si vous pouvez revenir dessus, voilà, ça c'est pour Hervé Marchal. Est-ce qu'il est parmi nous? Oui, je suis là. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour, voilà. On a touché plusieurs milliers de personnes, environ 5000. Je dis environ parce qu'on avait aussi des groupes de personnes, on avait des collectifs, on va y revenir. Et la question qui s'est posée d'emblée et d'entrée de jeu, c'est partir de quoi? Partir d'où? Nous sommes partis effectivement des territoires vécus. Les territoires vécus, c'est les territoires qu'on ressent, territoires qu'on vit, et ça paraissait logique. Vous m'entendez? Oui, c'est bon pour moi. Voilà, on vous voit là, ça y est. Je ne voyais pas votre vidéo. Voilà. D'accord, parce que j'avais une coupure. Ouais. Les territoires vécus, donc, excusez-moi, ce sont les territoires qu'on vit, qu'on ressent. Les territoires, finalement, qui en temps de confinement, sur lesquels on va passer logiquement beaucoup de temps. Et finalement, il s'agissait d'être sensible à ces territoires et d'être sensible au monde en train de se faire sur ces territoires, et donc au monde en train de se faire de partout. Tout à l'heure, on a parlé de prospective pragmatique. Pragmatique, ça veut bien dire ça, dire qu'est-ce qui se fait dans le présent et comment on capte ce présent. Alors, il s'agissait aussi d'accéder en parallèle à ce qu'on appelle la territorialité des territoires. Moi, je suis sociologue urbain avant tout,
et à la spécificité des territoires, à l'identité des territoires. Parce que parler de territoire est une chose, mais en saisir l'épaisseur en est une autre. Il ne s'agissait pas non plus de faire du territoire une sorte de fétiche et de tomber dans un fétichisme territorial. On peut aussi, on le verra avec toutes les datas, enfin on le verra, on pourra en discuter si vous voulez, croiser cela avec toutes sortes d'autres variables, mais notre point de départ était bien effectivement une entrée territoriale. Ces territoires sont aussi rêvés et imaginés, bien évidemment. Et pour avoir accès à ce qu'on vit sur ces territoires, à ce que les citoyens, mais tout le monde vit sur ces territoires, on a développé effectivement ce qu'on appelait une ingénierie du sensible. Ingénierie du sensible, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on a multiplié les formats d'expression, les moyens de s'exprimer sur cette plateforme, effectivement, avec l'outil carte au débat. C'est-à-dire qu'il y a des propos écrits, mais pas seulement. Nous avons aussi des propos oraux. Alors, comment on a fait? On a retranscrit des débats. Je dis on, c'est toute une équipe qui était avec nous, une équipe formidable. Sandrine Bosetti, qui est avec nous ce soir, en fait bien évidemment partie, c'est une cheville ouvrière. Et puis, on avait aussi une community manager qui a animé des débats sur Internet. Et finalement, c'est ça l'ingénierie du sensible. C'est-à-dire qu'on n'a pas voulu donner la parole à ceux qui parlent déjà beaucoup et qui savent parler, et j'en fais évidemment partie. Il s'agissait bien effectivement de rendre audibles, effectivement, Dominique l'a dit, des inaudibles, de rendre visibles des invisibles, la parole de SDF, aussi, via des recherches qu'on a pu mener en parallèle, mais aussi des enquêtes faites par des associations, faites par des radios locales. C'est ça la diversité des formats d'expression, ça permet une biodiversité des données. On a de l'oral, de l'écrit, et aussi on a des arguments, et on a aussi de la réaction, on a aussi des émotions, de la colère, de l'indignation, on a aussi des grands verbatims, des grandes contributions individuelles, mais aussi collectives. Donc c'est ça, une ingénierie du sensible. Et un autre intérêt d'une ingénierie du sensible, c'est d'avoir un corpus significatif et non pas représentatif, même s'il y a une visée de représentativité, c'est entendu, mais un corpus significatif. Ça veut dire quoi? Dire que avoir de nombreuses données qui fassent individus qui vivent sur leur territoire, qui en sont les auteurs d'une façon ou d'une autre. Alors, pourquoi on l'appelle significatif et pas représentatif? Parce que nous, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui est représentatif d'emblée, initialement. Représentatif au nom de quoi? Quels critères? Selon quelle vision du monde? Et finalement, et là, on a eu des discussions avec de nombreuses personnes, tout ça a été éminemment, et notamment avec le Césaire Grand Est, notamment avec la figure de Maurice Blanc, qui est professeur de sociologie. Finalement, vouloir être dans une démarche de représentativité, ça revient à croire qu'on connaît le territoire avant de le connaître. Alors, on est parti de quoi? D'une sorte d'une envie d'être naïf et d'être justement sensible à tout ce qui se passait sur ces territoires. Au passage, ça permet aussi d'avoir une réflexion sur effectivement les datas. Les données ne sont jamais données de façon magique. Les données sont toujours données, au sens strict du terme. Elles sont nous les avons obtenues comme cela en multipliant les formats d'expression. Alors, vous le voyez sur la slide. Maintenant, je vais vous emmener très rapidement, parce que ce n'est pas l'objet de ce soir, mais quand même un petit peu dans la cuisine du chercheur ou la fabrique de notre algorithme. Nous avons touché effectivement 5000 personnes, donc 3700 contributions. Donc, c'est un matériau assez colossal. Et en fait, vous avez changé la slide, mais ce n'est pas grave. C'était pour montrer un petit peu la complexité aussi de ces données. Voilà, exactement. Oui, merci. De les restituer. Je reviens sur la slide précédente. La cuisine du chercheur. Ouais. Voilà, la cuisine du chercheur. Et en fait, nous avons construit des outils d'analyse au niveau du fond et de la forme. Au niveau de la forme, je n'y reviens pas ici parce qu'on n'a pas le temps, mais au niveau du fond, c'est ce qui nous intéresse peut-être plus. Nous avons croisé deux axes d'analyse, le rapport au temps et le rapport à l'espace d'une part, le rapport à soi et le rapport aux autres d'autre part. Ces deux axes d'analyse ont été construits collectivement et ils nous ont permis ensuite de construire une bibliothèque de mots-clés, ce que les développeurs en informatique appellent des tags, des mots-clés qui vont permettre de taguer, c'est-à-dire de stabilober, de griser, comme vous voulez, le contenu, tous les verbatims de ce grand débat ont été tagués. Ça veut dire qu'ils ont été, il faut être très clair, sélectionnés
à partir donc d'axes d'analyse et à partir d'une demande incarnée par Dominique Valk ici, bien évidemment. C'est très important ce point parce qu'on dit du coup d'où viennent nos données, pourquoi nous les avons mises en forme de cette façon et quels étaient les questionnements qui présidaient à l'analyse des données. Pour nous, c'était extrêmement important parce qu'il s'agissait de montrer la philosophie de l'algorithme. Et il faut être très clair ici, et tout à l'heure, on a vu que la data était effectivement l'un des carburants de la prospective, mais si derrière la data, il y a une boîte noire et on ne sait pas comment est construit un algorithme, pour le chercheur que je suis, c'est une aberration et ça ne sert à rien, parce que les données, à nouveau, sont toujours données. Alors, comment sont-elles données? Ce qui veut dire aussi que toutes nos données sont traçables. Et on le verra après, effectivement, Julien, sur le schéma juste après, sont traçables. C'est-à-dire que notre base de données est un commun. Et c'est un commun qui est disponible à toutes et à tous et qui peut se marier avec d'autres communs à condition d'avoir bien en tête comment ces communs ont été effectivement fabriqués. Alors, à la suite de ce tagage, donc de cette annotation à partir de ce qu'on a appelé une bibliothèque de tags, qui a été construite à nouveau collectivement, et les analyses se sont faites toujours collectivement, nous avons identifié ce qu'on a appelé, et ce que Dominique Valk a appelé des grandes métamorphoses, c'est-à-dire de grandes thématiques qui travaillent aujourd'hui la société française et nos sociétés d'une façon générale. Et là, Julien, je veux bien qu'on passe à l'autre slide. Merci. Voilà, les quatre grandes métamorphoses. Là. Oui, 4 grandes métamorphoses, il faut bien comprendre, c'est quoi? En fait, ce sont de grandes problématiques qui travaillent la société contemporaine. La première, c'est, et là on a été surpris, on ne s'y attendait pas, hein, autant vous le dire, c'est la problématique liée à l'existence. Ça veut dire liée à quoi? Au sens que je donne à ma vie. C'est quoi? Comment j'existe? Quels sont les horizons de sens? Et on voit que le Covid, on a vu que le Covid, eh bien, effectivement, faisait affleurer de multiples questionnements au niveau du sens. Tout à l'heure, on a vu avec M. Camus, effectivement, avec Jérémy Camus, au niveau de l'alimentation, on a des débats là-dessus. Hein. On a beaucoup de contributions sur l'alimentation, sur ce que c'est la démocratie participative. Je vais revenir juste un peu après. Donc, une envie de sens, quelque part. On a aussi la résilience. La résilience, elle concerne davantage les territoires. Dire que là, on a marqué une envie de changement sur la slide, ça veut dire quoi? Dire que les citoyens ont envie que ça change au niveau de leur territoire, et certains nous disent, mais nous, on est dans du pas à pas, et c'est nous qui avons créé ce qui existe sur le territoire au niveau associatif, au niveau des dynamiques, et on attend ici, effectivement, ce que Dominique appelle de nouvelles alliances avec les élus, par exemple. Une envie de résilience. Là, c'est toute la dimension territoriale. La reliance, on a mis un désir de vie sociale. Là, bien évidemment, ça va de soi, c'est ce qui est le moins surprenant finalement en temps de confinement, lors de cette crise que représente le Covid, on a envie de l'autre, mais pas seulement. Et vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure, Julien, tu en as parlé un petit peu. C'est un désir de vie sociale, mais c'est plus que ça. C'est la vie sociale dans le monde. C'est un désir de nature, c'est-à-dire aussi, ça renvoie à la question du sens. Hein. Dire j'ai envie d'être dans le monde. Et le monde, ce sont les autres, mais c'est aussi le bois qui est à côté de chez moi, ce sont aussi des champs, ce sont aussi des espaces, est-ce qu'on les artificialise ou pas? Et vous voyez que tout ça, ça se conjugue notamment aussi avec la résilience sur le territoire. Et enfin, on a retrouvé ce qui a été souligné, Dominique en a parlé rapidement lors des débats sur l'Europe, mais plus encore lors du grand débat national sur les Gilets jaunes, on a trouvé cette problématique relative à la reconnaissance. Ça, c'est le cercle gris en arrière-plan, hein, sur le schéma que vous voyez, qui est un peu dense, hein, on s'en excuse un peu, c'est un peu dense, mais ce sont des émotions faites de dépit, de colère, on a envie d'être reconnu dans sa dignité, et on retrouve ici des tensions fortes vis-à-vis des acteurs politiques, de la défiance et de la méfiance. Ces 4 grandes problématiques qu'on vient de voir, elles matchent complètement. C'est-à-dire pour chacune d'entre elles, on a plus de 1000 contributions. Donc là, quand le chercheur met en évidence cela à partir directement des verbatims, et on voit qu'au final, on ne l'a pas du tout fait exprès, mais on a un nombre de verbatims à peu près égal, dire que là, on a tapé juste. On a tapé juste, hein, j'ai dit bien on, c'est-à-dire toute la cellule d'analyse, et ensuite tous ceux qui nous ont accompagnés. Alors, vous voyez aussi que là, on a mis en rouge dans le schéma ce qui ressort en premier plan. Notamment, effectivement, ces débats existentiels, aussi, effectivement, des débats relatifs au sens. Hein. Qu'est-ce qu'on fait, hein? Qu'est-ce qu'on fait ensemble? C'est quoi le monde ensuite qui vient après, notamment dans ce que vous avez appelé, Julien, tout à l'heure, l'anthropocène. On a aussi en vert
qui, vous voyez, en vert, c'est toute la dimension écologique, hein, ici je vais vite, mais qui est en arrière-plan, mais c'est-à-dire c'est extrêmement présent et solidifié dans les représentations et dans les questionnements. On a aussi sur la droite, en brun clair, un peu orangé, vous avez tous les débats effectivement autour de la démocratie participative, la participation et de la place que j'ai dans la société, et plus encore, on pourrait dire comme cela, dans le monde. Donc on voit qu'on a plusieurs niveaux. Donc la reconnaissance dont on a parlé ici renvoie effectivement à des choses extrêmement profondes, sourdes, mais des fois elles ne sont pas sourdes du tout ni silencieuses, hein. Elles sont extrêmement bruyantes, on l'a vu lors des débats sur les gilets jaunes, et on voit que c'est pour le coup que la crise sanitaire a même accéléré cela. La grande leçon de ce que vous avez sous les yeux, c'est que la crise sanitaire a remis sur le devant de la scène les grands questionnements de sens. Ça, pour tout vous dire, pour être très clair, on ne s'y attendait pas du tout. Donc, on est plutôt assez content parce qu'on était surpris, c'est-à-dire qu'on a été disponible effectivement au quoi, eh bien, à ce qui est sensible dans le monde aujourd'hui. Et ça renvoie aux horizons de sens, au paysage de sens. Et comment je me projette, hein. Ici, on parle bien de prospective. Eh bien, effectivement, Julien, tu l'as dit au début, la prospective connaît un regain d'intérêt, mais ça rejoint complètement ce qu'on est en train de dire, c'est-à-dire le questionnement relatif au sens et comment je me projette, comment je m'oriente, comment je sens qu'on avance, par exemple, sur un territoire, sur mon territoire, tout en étant reconnu. Et ce qu'on a fait, comment c'est reconnu? Comment on institue le monde, on crée de l'inédit, mais comment aussi c'est institutionnalisé, dire comment c'est reconnu par, effectivement, le politique, c'est reconnu par des acteurs qui pourraient davantage nous accompagner. Très bien, c'est très, très intéressant. Je vois le temps qui passe. Oui. J'ai une question, moi, c'est quelle suite à Métamorphose? Voilà, vous avez publié un livre blanc et maintenant, est-ce que vous allez passer à l'action? Comment ça va se traduire au niveau territorial? La question peut-être pour Dominique. Oui, voilà, alors comme c'est mis sur la scène, effectivement, il y a eu un changement d'exécutif en profondeur sur la métropole du Grand Nancy. C'est en discussion, mais une discussion extrêmement ouverte parce que les élus ont bien conscience de ce qui est en train de se passer. Et ça, c'est vraiment intéressant parce qu'il ne faut pas être grand clair pour quand même analyser objectivement avec quel pourcentage de participation les élus sont arrivés aux affaires. Et donc, que la légitimité étant ce qu'elle est, ces élus ont compris la nécessité de construire de la légitimité au fil de l'eau. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que quelque part, ça solidifie un concept, pour le coup, qui était assez rebutant pour les représentants, qui est l'idée de démocratie continue. Donc en ça, c'est hyper intéressant. Donc il y a cette soif finalement d'apaiser le débat, en créant un lien continu de participation, mais qui n'est pas pour autant un énorme bidule ou une auberge espagnole, donc quelque chose qui va être éminemment méthodique. Et au travers donc du coup de ce danger à contourner, ou en tous les cas à accepter, ce qui est ressorti des travaux de Métamorphose, c'était que la défiance maintenant se tournait vers les institutions. C'est extrêmement grave. Donc si on ne tient pas compte de ces signaux qui sont de moins en moins faibles, effectivement, si on veut aller vers les jours heureux, ça va pas être donc, alors c'est en discussion, mais il y a deux éléments qui commencent un petit peu à prendre corps et qui vont, je pense, pas à pas se traduire dans des actes politiques concrets. Le premier, c'est un G1000, alors qui est un truc qu'on n'a pas du tout inventé. C'est un Belge qui a mis ça au point. Hein. Bon, il y en a qui font des G7, des G20, formidable et tout. Bon, à 1000 cerveaux, on va peut-être être vachement plus productif. L'idée, c'est en fait de travailler une méthodologie du projet de territoire où finalement les élus, dans un premier temps, vont poser les enjeux, leur vision et peut-être le discours politique qu'ils ont eu en campagne, pour crobarder un premier schéma de projet de territoire qui est soumis, comme la loi le demande, à l'avis d'un conseil de développement, et sur la base de cette double lecture dans un premier temps, produire un nouveau document, ou un document, disons, un peu plus sophistiqué, un peu plus sensible pour le coup, qui ferait l'objet d'un travail avec les citoyens, qui serait un travail, ce qu'on appelle avec 1000 citoyens, un G1000, qui, alors, sortir aussi des polémiques des conseils de certains politistes, on n'a rien contre le tirage au sort. Le tirage au sort est une partie
de ce qu'il faut faire, mais pas que. Mais ces 1000 citoyens peuvent être l'ensemble des institutions de démocratie participative qui sont sur le territoire. Alors, il y a le conseil de développement, mais on n'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a les conseils citoyens, les conseils de quartier, etc. Donc, ils sont un peu les TLM, je vous le concède. Mais à côté de ça, vous avez les appels à candidature, comme on procède dans beaucoup de conseils de développement. Est-ce que vous êtes intéressé? Oui, hop, venez bosser avec nous. Et pourquoi pas un chouïa de tirage au sort là-dedans. Et donc, finalement, avec ces 1000 personnes et ces différentes méthodes d'association des citoyens, on va vers une forme de significativité plus que de représentativité. Et en tous les cas, on pourrait avoir donc un troisième document qui viendrait complètement éclairer la décision finale des élus. Voilà. Très bien. Ouais, donc c'est pas 150 citoyens, c'est 1000 citoyens, là, Anne. Sur le Grand Nancy. Je vous vois venir, mais je ne dirai rien sur le sujet. Voilà. Alors, je termine juste et que le deuxième niveau qu'on aimerait tenter, mais à titre expérimental, parce que pour le coup, c'est très sensible, mais dans l'autre sens, il faut faire gaffe à ce qu'on fait. On peut avoir envie de plein de trucs innovants, mais pas forcément ouvrir des boîtes de Pandore. Nous, ce qu'on aimerait aussi, c'est aller vers 1 ou 2 exercices de démocratie délibérative. Sur la base de ce premier exercice méthodologique, que je viens de citer, et comment est d'aller tenter une nouvelle expérience vers un essai de démocratie délibérative. J'entends plein de gens qui en parlent, c'est facile d'en parler, c'est facile de théoriser, mais pratiquement, comment fait-on? Est-ce source d'apaisement? Est-ce source d'un niveau supra d'intelligence collective? Voilà. Nous, on n'a pas de certitude, on est dans le doute total, mais pour aller effacer les doutes et pour aller déconstruire les certitudes, il faut expérimenter. Et c'est en ça où, a priori, il y a pas mal d'élus de la métropole qui seraient assez d'accord de tenter l'expérience. Très bien. Et j'ai envie de dire, avec l'appui indispensable, si une direction générale des services n'y croit pas, là, c'est clair, on peut pas y arriver. Donc l'alliance et j'ai envie de dire, la connivence avec le niveau des GS est fondamental. Ça, c'est revenu tout au long du webinaire. Ouais. Je vais me rapprocher de Colas, peut-être. Est-ce qu'il y a des questions concernant la deuxième séquence et voir la première et l'ensemble du webinaire, puisqu'il nous reste 10 petites minutes pour prendre des questions. Alors, il y a une question de Frédéric Veil, mais du coup, vu que c'est la seule, je vais peut-être vous laisser intervenir à l'oral si vous le souhaitez. Pour que ce soit peut-être un petit peu plus vivant. Je ne sais pas si vous Frédéric avez la Veil, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il peut mettre sa caméra? Il faut peut-être demander l'accès, je crois. Bon, quelle est la question sinon? Alors, en tout cas, voilà, la question c'était sur l'idée on est tous convaincus de l'idée de la prospective et comment ça se traduit, quels leviers concrètement sont actionnés pour généraliser les approches dans les collectivités où c'est des fois encore un peu rare ces éléments-là. Et puis je vais essayer de réactiver le micro entre-temps pour si jamais il veut compléter la question. Donc qui veut répondre peut-être, je ne sais pas si Claire est encore là parmi nous. Sinon. Oui, je suis toujours là. Voilà la question. Donc c'était la question de Frédéric Veil de Futurible. C'est comment activer concrètement les choses, quoi. Avec la posture qu'on a à Noisy-le-Grand, pour activer la prospective, il faut pouvoir intégrer des études qui vont répondre en fait aux besoins des élus et des services, et petit à petit les amener à du temps long. Aujourd'hui, si je pars de la prospective à 2050, j'emmènerai personne. Bon, plus aujourd'hui qu'il y a 4 ans, parce qu'on est tous... En revanche, si on prend le problème par le service de la propreté sur la gestion des déchets et la perception des habitants sur la propreté de leur ville, et finalement on remonte le fil du recyclage des déchets, et finalement on relie ça à un objectif du PCAET, on arrive petit à petit à amener des sujets de prospective. Et autre chose, je vous l'ai dit, et je pense que c'est la clé de la réussite, c'est aussi toutes les études statistiques dont ont de plus en plus besoin les élus
et les services pour travailler. Comme je vous ai dit, des prospectives sur les cimetières, des prospectives sur les îlots de chaleur. En effet, vous avez parlé du projet de neutralité carbone, comment on le travaille. En fait, c'est toujours ces liens entre la façon dont travaillent les services et la façon dont on peut les relier. Et c'est comme ça que ça a fonctionné, c'est comme ça qu'on emporte, et vous l'avez très bien dit aussi, on emporte les élus parce que les élus sont aussi sur un mandat et les services aussi. Donc voilà, c'est notre capacité à travailler sur du terrain et voilà. Et il faut qu'on démontre aussi notre intérêt, hein, ça on ne va pas se cacher. Hein. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été très claire de mon côté. Voilà, et moi j'ai une question peut-être sur les nouveaux profils un petit peu et les nouvelles compétences là, pour faire de la prospective aujourd'hui. Voilà, on voit qu'il y a beaucoup de data. Voilà, est-ce que vous embauchez et vous recrutez des nouveaux profils peut-être Alors, ce qui est très compliqué pour les profils de prospectivistes, on a des nouveaux profils qui arrivent dans les services, mais cette structure cérébrale, on va dire, de voir le futur et de rétro-pédaler jusqu'au présent, c'est assez spécifique quand même. C'est pas courant. En fait, pour moi, la data et tout ce dont je vous ai parlé, ça reste des outils. Et le risque de ces outils-là, sans prospectivisme derrière, c'est qu'on arrive sur des solutions sur étagère. Alors, excusez-moi, mais si on parle des capteurs de stationnement, ça ne sert pas à grand-chose. Non, mais il faut être honnête, ça sert pas. Voilà, aujourd'hui, il faut peut-être travailler sur l'utilité de l'espace public dans sa globalité. Et donc, les profils, je pense que ce sont surtout des gens qui sont capables de se réorganiser pour voir les choses d'une autre manière. Donc, vous voyez, c'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à vous répondre, en fait. Il faut être un peu indiscipliné et penser par le fond et revenir par le présent. Et on le voit avec le Grand Nancy Métamorphose, il y a aussi le rôle des sciences sociales et humaines. Oui. Voilà, alors ça, c'est extrêmement important. Moi, je fais beaucoup d'études sur la perception. Là, tout à l'heure, j'étais en train de travailler sur la perception des habitants sur l'arbre en ville. Et ça, maintenant, dans mon service, ils ont l'habitude de travailler sur l'espace vécu, l'espace perçu. Et parce que c'est comme ça aussi qu'on embarque des réflexions. Et ça nous vient des sciences sociales et c'est magnifique. Peut-être que Hervé Marchal ou Dominique Valls, si vous voulez réagir sur ces questions. Oui, oui. Du coup, c'est pour continuer sur certains autres travaux, mais c'est important ce que vient de dire Madame, c'est que il faut ouvrir l'appétit des gens. Et l'appétit, on va l'ouvrir peut-être en posant des questions qu'on n'a pas l'habitude de se poser, mais pour autant qui sont intimement liées à l'espace public vécu et ressenti. Par exemple, là, je sais que Sandrine a partagé certains de nos travaux. On a mené deux travaux vraiment intéressants, mais qui ont ouvert des perspectives totalement inattendues. La première, c'était sur la place du son dans la ville. Et on s'est rendu compte que quelque part, je caricature à peine, mais que des gens pouvaient choisir des itinéraires en fonction de certains sons, dont certains étaient proches de Madeleine de Proust, par exemple. Vous voyez, donc ça veut dire que le bien-être, il peut aller se chercher très très loin. Et puis un autre sujet beaucoup plus cash et d'actualité, qui est de revisiter la ville par le genre. Alors c'est pas du tout une position féministe, non, c'est une réalité. Notamment conduite par un géographe, Yves Rebaud, là, qui est au Conseil de développement de Bordeaux d'ailleurs, qui disait mais la ville durable, qui est seulement l'espèce de paradigme qu'il faudrait atteindre, elle est faite pour les hommes jeunes et en bonne santé. Résultat des courses, on met 80% des gens concernés par cet espace public partagé en dehors de la fabrique du choix. Vous voyez, c'est essentiellement les femmes, etc. Et on a retravaillé avec des spécialistes un certain nombre d'aménagements comme ça. Et quand vous n'êtes pas au fait de ces évidences qui sont culturellement ancrées, même depuis la manière dont est organisée la cour d'école au cours préparatoire, c'est déjà comme ça. Finalement, vous ne remarquez rien. Et quand vous commencez à remarquer, oui, oh la vache, on est en train de passer à côté de beaucoup de choses qui sont des facteurs d'apaisement. Et ce n'est pas
Hein, c'est pas la vision du monde d'après d'Elon Musk. Hein. C'est vraiment repenser l'espace. Ça coûte, j'ai envie de dire, quasiment pas un copec. Et ça, c'est hyper intéressant parce que pour le coup, il y a comme une pelote. Et là, vous donnez faim aux gens, vous leur donnez envie d'adhérer. Et là, ça devient super intéressant. Peut-être Hervé Marchal veut compléter sur le rôle des sciences humaines, sociales et Oui, oui, merci, oui, oui. L'un des défis qui nous était posé, c'était de construire effectivement des données qui fassent sens. Et on a vu que c'était pas simple, hein, et Claire, vous l'avez aussi souligné au début. Hein. Là, il y a une grosse équipe, hein, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de gens qui se sont investis et il faut les remercier. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que quand on a des données solides, vraiment solidement construites, c'est qu'on n'est plus dans une éthique de la conviction, c'est-à-dire qu'on est dans une éthique de la responsabilité à en prendre acte. Et pour moi, c'est extrêmement important. Alors moi, je suis dans mon rôle d'analyste, de sociologue, d'universitaire, hein, mais si je suis là, c'est aussi parce que je suis engagé par ailleurs et que ça me plaît beaucoup. Voilà, c'est ça que j'ai envie de dire. C'est qu'une fois que l'on sait eh bien, quelles sont les attentes réelles, ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les prendre au pied de la lettre, ça veut dire qu'il faut compter avec et voir ce qui est ressenti, ce qui est mis en mots ou non, hein, parce qu'on a suscité des débats justement qui ont permis de mettre des mots sur ce qu'on raconte pas souvent d'ailleurs. Et bien là, on a une responsabilité. Et c'est là que la prospective devient vraiment intéressante et significative, pour le coup, pragmatique et significative à mon sens. Jérémy Camus, peut-être, vous voulez peut-être réagir? Oui, rapidement, c'était en lien plutôt avec l'intervention de Claire sur le profil du prospectiviste, mais moi je trouve c'est un peu le gardien du temple, le prospectiviste finalement. C'est lui qui amène le pourquoi ou qui vient réinterroger le pourquoi, et c'est ce qui anime à la fois les élus qui sont engagés, les techniciens qui ont décidé de se vouer leur vie au service public, et puis les habitants. Et finalement, moi ça me fait beaucoup penser à la posture de l'entrepreneur. L'entrepreneur agile, l'entrepreneur qui écoute les besoins de ses bénéficiaires ou de ses clients. Et là, je parlerai plus d'un entrepreneur social, puisque je viens de là, et qui interroge toujours le pourquoi, c'est-à-dire quel est l'impact qu'il souhaite avoir demain dans ce monde. Et il ne peut vraiment avoir une efficacité que s'il est conscient des enjeux très long terme, cette vision, cet aller-retour constant entre la vision long terme et les enjeux court terme. Et cette agilité-là, elle est très précieuse. Et on la retrouve aujourd'hui plutôt dans le monde de l'économie et on valorise surtout ces compétences-là dans le cadre d'un intérêt plutôt personnel, alors que ces compétences-là pourraient être mises à profit pour l'intérêt général et l'intérêt public. Donc voilà, et petit clin d'œil à Frédéric Veil, que je n'ai pas revu depuis 20 ans, et c'est la grande surprise de l'avoir autour de la table. Donc clin d'œil à Frédéric. Désolé, hein, je me permets. Très bien. Bah, écoutez, je vois qu'on arrive à 18h30. Est-ce qu'il y a une dernière question peut-être du côté du club prospective? Voilà, sinon, bah, on peut continuer les échanges. On vous a mis nos adresses mail. Hein, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On va vous faire parvenir le support de présentation, un extrait du hors-série, le manifeste et également le lien pour le replay, quoi. Même pour ceux qui auraient décroché ou qui ne pouvaient pas être là ce soir. Et Julien, oui, qui parle là? C'est Camille Bourron. Camille, donc je suis aussi dans le membre du club de prospective et directeur stratégie et coopération territoriale à l'agglomération de La Rochelle. Je voulais, non pas pour conclure, mais justement pour donner d'autres perspectives, vous inviter à noter la date du 26 août, du jeudi 26 août prochain, qui est la date à laquelle nous organiserons, le club de prospective organisera à La Rochelle sa session extraordinaire annuelle. Donc c'est un exercice que l'on fait depuis 2017. On organise un temps d'échange, mais tout à l'heure, nous en avons déjà parlé. Et vous avez eu dans le chat tout à l'heure la synthèse de la dernière édition, de l'édition 2020. Oui. Et aujourd'hui, simplement pour
pour vous dire un petit peu les thématiques sur lesquelles on réfléchit pour cette session, donc nous travaillons aujourd'hui sur les thématiques des trajectoires démographiques et quelque part un petit peu les attentes des différentes populations qui peuvent évoluer notamment selon la classe d'âge. L'idée, c'est de regarder un petit peu comment faire société demain face aux conflits génération. Donc voilà, on est en train de peaufiner tout ça. On enverra, on utilisera, si vous en êtes d'accord aussi, les éléments, les adresses que vous avez pu nous donner pour vous inviter à cette session qui est ouverte à tous. Et vous avez sur l'écran là, pour nous contacter, comme le disait Julien, l'adresse générique du club qui nous permet de noter vos adresses, d'intégrer les nouveaux membres effectivement qui souhaiteraient partager un peu nos réflexions et y participer. Et puis, de mon côté, mais je pense que c'est partagé par tout le monde, vous remercier tous pour votre participation et Julien pour spécialement pour cet accompagnement là depuis quelques mois où nous sommes très très heureux d'avoir participé à cette aventure avec Horizon Public. Voilà, merci à tous. Merci Camille. En tout cas, donc la date c'est le 27 août, hein, c'est ça? 26. Le 26 août, à La Rochelle. Ce qui vous permet ensuite de faire un week-end de 3 jours à La Rochelle fin août, ouais, c'est pas mal. Voilà. Ouais, j'ai testé, c'est vrai que les débats sont riches et c'est très convivial, quoi. Voilà, merci à toutes et à tous hein, pour votre présence, participation et donc on se dit tous à très bientôt, quoi. Hein. À bientôt, voilà. merci. Passez une belle soirée, merci. Au revoir. Au revoir. Voilà. Voilà, est-ce que ceux qui sont présents voient mon écran? Ouais.